J'ai mis 4 ans à comprendre que j'étais victime de viol. 4 ans. La première chose qu'on se dit, c'est ma vie d'avant est fichue. Et on se demande en fait si... franchement, on a envie de mourir à ce moment-là, vraiment. Parce qu'on se dit, c'est pas ça que j'ai voulu, et pourtant ça m'arrive. Et, euh, et j'ai pas d'option en fait, j'ai pas de solution. Le témoignage qui suit est celui d'Amélia. Son prénom a été changé. Amélia témoigne des violences sexuelles qu'elle a subies dans le milieu du porno. Des violences qui font aujourd'hui l'objet d'une enquête de la justice. Amélia explique d'abord pourquoi elle parle de façon anonyme. Je témoigne de façon anonyme parce que je pense que la société n'est pas prête à entendre ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu. Et on a tendance... alors c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, c'est se justifier. En fait, si là, je suis en train de me justifier sur ce que la société a déjà justifié finalement. Je pense que j'aurai plus de représailles que si je reste comme ça caché. Quelque part, je pense que c'est mieux comme ça pour le moment. Et quand la société voudra bien m'entendre, et si un jour elle devient bienveillante envers les victimes, parce que la vérité c'est ça, c'est que je suis victime avant tout, et ben peut-être que les voix changeront. Tout commence lorsqu'Amélia croise la route, virtuellement, de JD, l'assistant du producteur de porno Pascal Olitro, connu comme Pascal OP. JD, 39 ans, marié et père de 2 enfants, est l'un des maillons d'un stratagème qui a pour but de rabattre des jeunes femmes pour les convaincre de se prostituer, puis de tourner du porno. Pour y parvenir, il se cache derrière un profil Facebook. J'étais une proie facile et ça a commencé sur Facebook, on nous parle pendant très longtemps, on nous met des choses dans la tête, clairement, c'est un lavage de cerveau. On nous propose dans un premier temps de l'escorting. Alors le profil est féminin, mais en fait on se rend compte que ça n'est pas une femme. Et elle nous envoie des photos d'elle, en l'occurrence, mais c'est pas elle. Donc voilà, la personne nous fait un lavage de cerveau. Elle nous met dans la tête qu'on a besoin d'argent, vraiment, c'est vraiment ce qui est important. Elle banalise l'escorting, parce que son but c'est de venir à l'escorting puis à la pornographie. Mais elle banalise en fait tout ce qui finalement est dangereux pour moi et pour plein de gens aujourd'hui. Elle banalise tout ça. C'est normal en fait de vendre son corps pour gagner de l'argent et de gagner, selon elle, beaucoup d'argent. On finit par faire le premier, sauf que le premier, c'est celui qui nous détruit le plus en fait, parce que le premier nous enlève toutes nos barrières. C'est-à-dire, le premier, clairement, on n'en veut pas, mais on le veut pas, mais mentalement, on nous a fait croire qu'en fait, qu'on était capable de ça. Sauf que personne n'est capable de coucher avec un homme qu'on ne connaît pas, qui respecte pas du tout ce qu'on a envie, ou ce qu'on n'a pas envie. En l'occurrence, ce qu'on n'a pas envie. Et ensuite, après le premier viol, arrive... en fait, il y a quelque chose mentalement qui se fait, psychologiquement, c'est... je l'ai déjà fait une fois, pourquoi je ne peux pas le faire d'autres fois? Mais vu que j'ai pas eu mon argent la première fois, parce que vous imaginez bien qu'on n'a jamais l'argent, cette fois, peut-être que je vais vraiment l'avoir. Même si c'est moins d'argent, de toute façon, je l'ai déjà fait, j'ai déjà passé le cap. Elle n'arrête pas de nous parler, ce profil. Elle n'arrête pas, elle est l'oreille attentive, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'on s'enferme tout seul. Hein. Moi, j'allais certainement pas raconter que je viens de faire, je mets bien des guillemets, de l'escorting, parce qu'à l'époque, je pensais que c'était de l'escorting et pas une arnaque. Je ne vais pas raconter ça, en fait. C'est la honte. Clairement, c'est honteux. Donc, quand on revient, elle continue de nous parler, et là, elle nous dit, tu vois, c'était pas si difficile que ça. Déjà, cette phrase. C'était pas si difficile que ça, finalement.
Quand on revient à la réalité un peu tout seul chez soi et qu'on n'a que cette personne à qui parler ou ce profil, eh bien, elle nous fait penser que, certes, on n'aura pas l'argent, mais elle propose une alternative. Cette alternative, c'est la pornographie. Mais les interlocuteurs d'Amelia n'utilisent jamais ce mot. Faire des vidéos intimistes, ce qu'on appelle un peu du libertinage, de l'échangisme. Bien évidemment, c'est pas du tout de l'échangisme, c'est pas du tout du libertinage, c'est pas du tout des vidéos intimistes. Il ne parle jamais du nom de son site, il n'utilise jamais le mot actrice porno. C'est pas des termes, parce que clairement ça fait peur, actrice porno. Parce que quand j'ai vu que j'étais sur des sites d'acteurs porno, ça m'a fait très peur. Et il n'utilise pas ces termes-là. C'est là où il banalise tout. C'est tout à fait normal, en fait. C'est très normal. Puis, on le fait une première fois, sauf qu'en fait, les vidéos ne sortent qu'à la 3e scène. Et moi, quand j'ai vu les vidéos sortir, là, j'ai dit... qu'est-ce qui se passe? Et quand je me retrouve sur un site dit pornographique, alors déjà, il a fallu que je comprenne que c'est un film pornographique, un site pornographique. Je ne connais pas les sites pornographiques. Je ne connaissais pas, en tout cas. Et quand j'ai compris que ça en était un, déjà, ça m'a fait un choc. Ça n'aurait jamais dû sortir. C'est ce que je vous disais, il n'utilise jamais les mots, les termes qui peuvent faire peur, qui peuvent faire réaliser qu'on est en train de faire une grosse connerie. Amelia finit par comprendre que ce qui s'est passé s'est fait sans son consentement. J'ai mis 4 ans à comprendre que j'étais victime de viol. 4 ans. J'étais une personne qui était quand même... j'avais pas trop de soucis dans mon intimité de base. Quand j'étais en couple, j'avais pas de problème. Et je me suis retrouvée avec tous les problèmes du monde. J'ai perdu toute mon identité sexuelle, si je puis dire. Je savais, tout déjà me rappelait les actes. Moi, sur le coup, je me suis dissociée, en fait. Je me suis mis en off, c'est souvent ce qu'on entend. Je subissais sans ressentir. Mais après, par contre, ça nous revient à la tronche x10. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus, j'étais en couple. Donc en fait, toute la vie intime qu'on pouvait avoir, elle me rappelait en fait. Et pas en bien. Et c'est là où j'ai compris qu'il commençait à avoir un problème. Parce que le corps, il ment pas. Le corps, il ment pas. Et j'ai été marquée. J'ai été marquée de certains actes. Et même si mon cerveau ne voulait pas, mon corps, il était là pour me le rappeler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai dû tout refaire à zéro. Et encore, je vous dis ça, là ça fait 5 ans, et je commence seulement à me réouvrir à une intimité sexuelle. Parmi ceux dont elle estime qu'ils ont abusé d'elle, Amelia pointe le producteur Pascal Olitro. Dans cette enquête, il est mis en examen pour viol, proxénétisme aggravé, traite d'êtres humains aggravés, et diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et exécution d'un travail dissimulé. Il est aujourd'hui placé en détention provisoire. Alors moi, ce que je ne comprends pas vis-à-vis de Pascal Olitro, c'est que ça fait des années qu'il fait ça et qu'il n'a jamais été, ne serait-ce que, entendu par un policier par rapport à ses actes. Alors que, quand j'ai fait mes recherches, j'ai quand même vu des forums qui parlaient d'une certaine femme qui pleurait pendant une scène. Et moi, je comprends pas en fait comment il n'a pas pu être entendu une seule fois alors que ça fait des années qu'il fait ça. Après, Pascal Olitro, c'est un garçon qui n'a aucune considération pour la femme, ça c'est certain. Les plateformes aujourd'hui, c'est complètement liberté totale. C'est un modèle économique et je suis dégoûtée d'employer le mot modèle, mais oui, c'est une économie qui fonctionne et c'est ça aussi qui fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas les toucher. Aujourd'hui, la vie d'Amelia a changé. Alors déjà, j'ai plus d'amis d'un coup. Donc en fait, toutes les personnes que je connaissais
amis, potes, connaissances, tout ce que vous voulez, monde du travail, tout. Et je les ai plus. Donc déjà ça a été difficile pour les gens de comprendre, parce qu'encore une fois, tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas comprendre. Qu'au fur et à mesure, voilà, j'ai plus eu d'amis, à part mon compagnon, finalement. Pendant très longtemps, je suis pas sortie de chez moi, je pouvais plus faire mes courses sans me dire que, voilà. De toute façon, dans la rue, on vous regarde, hein. Je le savais. À chaque fois qu'il y avait un homme qui me regardait un peu bizarre, je savais qu'une vidéo était sortie. J'ai déménagé. Mon travail, j'ai mis 3 ans avant de me permettre d'aller gagner un peu d'argent par un travail, ne serait-ce que par intérim. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je me disais, ouais, mais s'ils me reconnaissent. Au bout de 3 ans, quand j'ai décidé de passer un diplôme, ça m'est déjà arrivé qu'on m'interpelle pendant un des cours, et clairement on vient en face de moi, on me dit c'est pas toi. J'ai eu des réactions tellement différentes à chaque fois. Il y a des hommes qui sont venus me voir en me disant ça, en me mettant face à une réalité que j'ai jamais voulu. Donc j'ai eu peur de ça. J'ai eu peur parce que je sais pas comment réagir à ça, parce que c'est très agressif. Enfin, on te met à la face ce que tu as envie d'oublier. Et donc professionnellement, ça a été très dur. Je me suis empêchée en fait de travailler, d'avoir un parcours professionnel à cause de ça. J'ai perdu forcément confiance en moi pendant des années. J'ai voulu me cacher. J'ai voulu me cacher derrière des vêtements amples, enfin j'étais pas bien, quoi. Je me maquillais absolument plus. Pourtant j'étais quand même une fille, on peut dire, coquette, mais plus du tout. Rien, on perd tout en fait. Puis après on a la peur aussi, la honte au niveau de la famille, et ça, bon, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, Amélia témoigne pour que ce qu'elle a vécu n'arrive pas à d'autres. Et elle a un message pour les consommateurs de porno. Je m'adresse aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux, donc de faire attention. Et je m'adresse à la justice, en fait, parce que c'est sûr qu'on ne va pas tuer tout le mal sur le monde, mais qu'au moins quand il y a du mal, qu'on le voit, qu'on ouvre les yeux et qu'on fasse quelque chose. Et en l'occurrence, ça fait des années qu'il n'y a rien qui se fait dans ce monde, en fait, qui est la pornographie. C'est tellement un monstre. C'est tellement un empire qu'ils ont créé qu'aujourd'hui, on dirait qu'il est intouchable. Sauf qu'il se passe des choses à l'intérieur qui sont... Moi, malgré moi, je suis rentrée dedans. Malgré moi, j'ai vu forcément les choses néfastes qui se passent dans le monde de la pornographie. Et si je peux être là pour dire ce qui se passe, je continuerai à dire ce qui se passe et que la justice se réveille. Encore une fois, je ne veux pas faire... le combat de l'humanité, hein, c'est pas mon but. J'aimerais dire à ces hommes-là d'être au courant de ce qu'ils regardent. En fait, c'est juste ça. Alors si ça vous plaît de regarder des femmes violées, ça me regarde pas, mais au moins que vous soyez au courant. Moi je dis que vous devez être au courant qu'il y a certaines vidéos que vous regardez qui sont des femmes qui n'ont jamais donné leur consentement, qui ne savent même pas la plupart du temps ce qu'elles font, et qui sont, on peut le dire, violées. Donc, si vous êtes au courant de ça, alors la bienveillance et la normalité feraient que normalement ça vous dérangerait. Mais si c'est pas le cas, là c'est un autre problème. Dans ce contexte de multiplication des plaintes dans le milieu du porno, en novembre dernier, l'une des principales sociétés de production et de diffusion de porno, Marc Dorcel, annonce la préparation d'une charte de déontologie pour améliorer les pratiques du secteur. Concernant la charte de déontologie de la pornographie, je pense qu'il faut abandonner, les gars, vraiment. Parce que, en fait, c'est mettre une couche de... c'est mettre une couche de peinture sur de la merde. Vraiment. C'est-à-dire quoi? Vous allez encore mieux embellir, en fait. Vous êtes en train d'embellir un acte qui n'est pas... déjà de base légale, parce que, excusez-moi, mais violer des femmes, c'est pas légal.
faire acte de barbarie, de torture, c'est pas légal non plus. Donc vous êtes juste en train de me dire que vous allez un peu plus réglementer comment violer une femme, comment torturer une femme, et je dis une femme, mais ça peut être aussi les hommes. Vous êtes juste en train de me dire qu'il va y avoir un règlement intérieur en fait du viol. Contactés, les avocats de Pascal Olitro et de JD n'ont pas donné suite à nos demandes. Mediapart.